Soyez les bienvenus à la séance de l'après-midi. Je suis Dax Boursier, je suis l'un des collègues avec le réseau de notre organisation. Je suis très heureux de vous présenter le sujet qui va transformer le secteur des services de santé. Donc, nous allons rentrer dans les données probantes pour la planification pour savoir comment la technologie des pointes et les analyses prédictives peuvent changer l'avenir des soins de santé et nous aider à être beaucoup plus efficaces et proactifs. Donc, nous allons nous centrer sur le personnel de santé et les modèles de prévision et aussi de la planification. Donc, nous avons un panel très intéressant des leaders mondiaux. Ils vont vous présenter leur travail avec de petites présentations. Ils vont aussi répondre à vos questions. Et à la fin, nous aurons donc toute une portion pour les questions et les réponses. Donc, sans plus de préambule, je voudrais vous présenter les panélistes. D'abord, nous allons présenter les personnes qui sont ici en personne. Donc, à ma gauche, nous avons Sarah Simkin. Elle est la co-directrice de la planification de la main-d'œuvre de la santé du CHWN et elle est co-directrice aussi du réseau. Elle a été donc la co-directrice aussi du programme à Toronto depuis 2017. Elle a fait ceci avec Cynthia Bamba et elle est en ligne. Et Cynthia est la directrice analytique de la santé Ontario. Elle est médecin épidémiologiste. Elle travaille aussi dans des mesures de système de santé et autres. Et comme je l'ai dit, elle a co-dirigé ce projet avec la communauté des personnels de santé. Et nous avons aussi Steve Holloway des États-Unis. C'est un professionnel chevronné, directeur de la Direction générale de l'accès à la santé dans le département de la santé publique et de l'environnement du Colorado. Il a occupé ce poste depuis 2009. Il est professeur aussi à l'Université de Denver, où il enseigne des cours en santé mentale et politique en santé. Et il travaille aussi avec le Big Data et comment la Big Data aide à la planification, à la rétention et au recrutement au Colorado. Nous avons aussi Colin Tidley. Et je sais que j'aurais dû demander à Cynthia de faire bouger l'écran. Donc, voilà. Donc, Colin, qui est aussi en ligne. Colin est du Royaume-Uni. Et il est le directeur du programme du NHS Education for Scotland. Il est responsable de développer la formation du NHS. Il travaille aussi avec d'autres organismes de aide sociale. Et il travaillait donc avec les dotés des analyses, de rapports de personnel de la santé. Et finalement, nous allons avoir une vidéo enregistrée de Maureen McCarthy, qui est praticienne en Australie. Donc, sans plus de préambule, commençons avec les questions. La première question. Au cours de la dernière décennie au Canada, nous avons vu un changement en ce qui concerne la prévision de modèles et fondés sur les besoins de la population qui doivent être ajustés et les modèles mixtes aussi. Alors, ces modèles sont dynamiques, permettent des simulations fondées sur certaines hypothèses, mais avec tous ces modèles, il y a encore beaucoup de questions en réponse. Pourquoi c'est le cas? Et est-ce que nous pouvons prévoir des modèles pour estimer la réalité? Donc, je vais maintenant donner la parole à un panéliste. Je ne vais pas dire qui va répondre, mais donc, je vais y aller. Ce matin, je me posais la question, si on avait le choix entre avoir des modèles très efficaces ou des données exactes,
je choisirais les données exactes parce que les modèles, oui, ils peuvent être très bien, mais les données exactes sont meilleures. Et aux États-Unis, nous faisons des- la recherche sur ces modèles parce que les règlements sont, la réglementation sont très difficiles à gérer et les modèles donc doivent être changés régulièrement, de façon dramatique parfois. Et la plupart du travail que nous avons fait, c'était d'avoir de meilleurs modèles. Mais nous commençons avec des données exactes, car nous pensons que les avancées seraient beaucoup plus solides avec des modèles à très bonne qualité. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Je vois que Colline a levé la main. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Merci beaucoup pour l'invitation de participer. Et en pensant à cette question, je pense que nous avons fait beaucoup de progrès du côté des fournisseurs du marché pour les marchés de travail le personnel de santé. Et l'une des raisons, c'est que maintenant, nous avons un encadrement qui nous aide à penser au type de fourniture nécessaire à l'avenir. Et effectivement, il faut avoir de bonnes données pour avoir un impact. Donc, nous avons fait des avancées là-dessus. Par rapport à la demande, la question n'est pas si claire parce que ah, mais nous avons un cadre qui nous permet de penser quels sont les déterminants de la demande en ce qui concerne le marché du travail. Donc, on penserait par exemple au coût, à la productivité, aux services. Et à partir de ce cadre, nous pouvons donc commencer à penser aux données qui sont nécessaires pour commencer à combler cette demande. Mais en Écosse, apparemment, c'est encore plus compliqué d'identifier quelles sont les cibles de services nécessaires et fournir donc les services. C'est un petit peu compliqué à moins qu'on travaille dans un domaine spécifique et nous devons savoir comment combiner les différents facteurs de production pour pouvoir fournir ces services et quelles sont les combinaisons dont le médecin et les praticiens ont besoin pour fournir ces services. Donc, je crois que c'est assez compliqué, mais nous avons déjà quelque chose qui nous aide à penser pour avoir les données et pouvoir informer la demande et les déterminants de la demande qui sont un peu compliqués. C'est peut-être à cause de cela que nous devons continuer à travailler sur cette question. Merci beaucoup, Colline. C'est intéressant. C'est compliqué aussi parce que nous n'avons pas nécessairement les données. Et comme il a été dit, nous devons commencer par des très bonnes données, elles sont disponibles. Et en Écosse, vous avez le modèle, vous avez le cadre, mais il faut encore de choses à faire. Quelqu'un d'autre souhaiterait faire un commentaire? Merci, Sora. Oui, je pense que c'est une question très intéressante. Peut-être que on est un peu en retard par rapport aux autres industries qui utilisent des modèles de prédiction beaucoup plus que nous. Et lorsque Santien et moi, nous étions en train d'expliquer le pourquoi, nous avons identifié trois choses qui peuvent contribuer à cet état des choses. La première, c'est la complexité du système. La santé, le système de santé, comme il a été dit, est un système très compliqué. Il y a beaucoup de variations. Il y a différents facteurs à prendre en considération, les besoins de la population, la géographie. Et c'est difficile d'établir un modèle, de savoir qui va avoir besoin de quel produit et en quel moment. Nous avons déjà des données et nous pensons que le fait d'avoir des données granulaires à très haute qualité peut nous aider à construire un modèle pour la prévision. Et nous savons que c'est nécessaire, mais ce n'est pas toujours possible. Et la troisième chose, c'est que le système de santé est en permanente évolution.
le système change tout le temps. Et tout particulièrement après la pandémie, nous avons vu beaucoup de changements et c'est difficile donc de faire un modèle qui puisse suivre les pas de toutes ces évolutions. Et c'est un autre facteur qui joue. Je vais demander à Cynthia donc d'en parler plus à partir de la perspective du système de santé en Ontario. Merci, Thierry, et bonjour, bon après-midi à tous. Oui, euh, par rapport à la complexité d'un environnement qui est toujours changeant, nous l'avons dit pendant la pandémie, après, à Toronto et en Ontario aussi, nous avons vu que il y avait beaucoup de fermetures de cliniques, des changements par rapport à ce qui était entendu du système de santé. Nous avons vu aussi de nouvelles modalités de pratiques en ligne et aussi l'utilisation des pharmacies en ligne pour avoir accès aux produits. Donc, nous devons euh, étudier tous ces facteurs quand on veut penser à un modèle et prendre en considération toutes ces composantes, comme il a déjà été soulevé. Et nous avons eu beaucoup plus de complexité opérationnelle. Nous avons une population vieillissante aussi, avec plus de complexité, des patients, avec plus de complexité aussi. Et nous avons eu un impact sur les déterminants sociaux de la santé. Nous avons identifié également le besoin de nouveaux immigrants, de demandeurs d'asile. Donc, et toutes ces populations n'ont pas été saisies dans les données que nous avons par rapport aux besoins et par rapport à la fourniture des services. Nous avons aussi une insuffisance des données. En Ontario, nous nous penchons sur, utilisons les autorités de statistiques, mais il y a des populations qui n'ont pas été encore incorporées. Donc, ce sont quelques-uns des défis qui portent atteinte à tout cet exercice. Et la deuxième partie, c'est si nous sommes prêts d'avoir un modèle qui puisse faire une estimation de la réalité. Alors, nous pensons que par rapport à cela, il est peut-être difficile de donner une réponse. Par exemple, quand il s'agit de soins de santé primaires, le travail que Sarah et Tim ont fait, nous devons regarder la situation et faire une analyse rétrospective pour voir quel type de prédictions peuvent être utilisées en les comparant avec les données actuelles. Donc, nous n'avons pas eu encore l'occasion de le faire, mais nous allons commencer à le faire et voir comment, si nos projections marchent bien, sachant qu'il y a toujours des défis. Merci, Cynthia. C'est génial. Et je crois que ça nous mène à notre deuxième question. Jusqu'à quel point est-ce que les personnes qui prennent les décisions ont utilisé ceci pour planifier? Et comme ça, nous pouvons voir quelle stratégie elles utilisaient. Donc, nous avons parlé de ces modèles et quelles sont les complexités que ces modèles ont. Mais il y a la question aussi, hmm, est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Stevie, comme j'ai mentionné avant, vraiment aux États-Unis, nous avons un manque de main-d'œuvre. Et il y a une tendance
pour ceux qui créent les politiques de voir où sont les outils au lieu de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme il y a une histoire de quelqu'un qui a perdu sa bague de mariage et donc quelqu'un vient et lui aide et dit, bon, je vais t'aider à le chercher. Il a dit, bon, là-bas. Il dit, mais ici, on peut voir mieux. Généralement, on peut voir mieux dans certains cadres parce qu'il y a un certain angle. C'est une méthodologie assez comprise. Et donc, dans les systèmes de santé, nous avons des sous-divisions avec le modèle actuel. Et finalement, il me semble que il y a toutes sortes de questions qui sont impliquées dans la prise de décision. Il y a toutes sortes de participants et on peut voir, OK, jusqu'à quel point est-ce que ceci peut être utilisé? Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre maintenant. OK, je vois Colin ici. Merci. Vraiment, pour répondre à cette question, il me semble, en Écosse, ils le font. Il me semble que dans le restant de le Royaume-Uni aussi. En Angleterre, vraiment, c'est plein de toutes sortes de prédictions. Et vraiment, ceux qui créent ces politiques, ils veulent vraiment voir comment le faire. Et donc, on essaye de le faire au point qu'on peut. Et nous essayons aussi de voir, OK, quels sont les points, les défis qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi. Et donc, nous le regardons au niveau national. Donc, la formation médicale, la formation orale, le dentiste. Il me semble qu'il y a vraiment un espace pour cela. Ma propre expérience, c'est que c'est important de s'engager avec les parties prenantes, de ne pas juste présenter ses prédictions et dire, OK, voici ce qu'il va avoir à l'avenir. C'est plutôt une question de voir commencer un processus avec eux et assez clair par rapport à quel est le processus utilisé. Et parler avec eux par rapport à comment nous pouvons incorporer plus d'informations, plus de données dans ce processus. Ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt une question d'avoir un cadre d'appui, au moins en Écosse. Nous ne voyons aussi au Colorado, peut-être qu'on ne regarde pas la bonne place. Et pour la prise de décision et la création de politiques. Et vraiment, c'est utilisé beaucoup en Écosse. Mais peut-être que Sarah ou Cynthia, vous pouvez partager votre expérience à Toronto, dans votre milieu de travail. Cynthia, allez-y. Oui, merci. Donc, en Ontario, et je peux juste indiquer un peu qu'est-ce qui se passe en Ontario. Et il y a une organisation qui a combiné plusieurs agences
Et donc, ils ont inclus ceci pour coordonner les services de santé en Ontario. Il y a 6 régions, une à Toronto. C'est où nous travaillons avec Sarah. Mais il y a différentes variations, ce qui inclut la prédiction aussi pour une bonne planification. Et donc, nous pouvons voir comment ceci peut se faire avec la Commission en Ontario, qui doit bien gérer la coordination de tout ceci en Ontario. Et ça fait quand même assez de prédictions avec les oncologues, par exemple, et comment les allouer à différentes régions de la province. Donc, je dirais que leur travail vraiment est très utilisé en termes de prédiction. Pour nous en Ontario, le travail que nous avons fait avec Sarah et son équipe, ça permet la coordination du, du groupe de travail. Et nous l'utilisons aussi avec les équipes qui doivent se faire prendre charge de la coordination dans les différentes régions. Et donc, il y a de l'information, les outils, tout ceci qui est utilisé pour donner de l'information sur les régions où il y a beaucoup de besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours recevoir le financement qu'ils indiquent, mais c'est un bon point de départ au moins. Pour des régions où peut-être il n'y a pas de médecins ou des choses de même. Donc, vraiment, c'est un mélange quand nous regardons comment ceci est utilisé. Merci, Cynthia. Et étant donné que vous faites partie du même projet de travail, Sarah, le point auquel certains de ces modèles sont utilisés, il me semble que ça dépend vraiment de ce que Steve a dit des données. Donc, si les données sont plus fortes, plus robustes, ceux qui prennent les décisions vont être plus conscients des limitations de ces données et du pouvoir de ces données. Et donc, ces modèles de prédiction vont être plus incorporés pour la prise de décision. Oui, c'est bien. Et donc, nous arrivons à la troisième question. Et c'est le point où nous pouvons entendre de vraiment ces grands leaders du réseau mondial. Donc, j'ai demandé à chacun de nos panélistes d'avoir une petite présentation de 5 à 10 minutes pour présenter un peu leur travail et en même temps pour répondre à la prochaine question. Dans votre expérience, quelle est la partie la plus utile de ce modèle de prédiction? Est-ce que nous avons quelqu'un qui se porte volontaire? Et il me semble, Gina, s'il y a des diapos, nous pouvons les montrer. On peut voir qui veut aller premier et puis commencer. Moi, j'aimerais bien commencer. Mais j'aimerais peut-être être debout. Donc, je veux juste indiquer les points que j'ai indiqués avant. J'ai vu, si je pouvais choisir des meilleures données ou un meilleur modèle, je crois que je choisis des meilleures données. Au Colorado, nous avons dû commencer avec la qualité des données. Donc, nous avons vu un peu les implications de notre travail. Et je dois dire que vraiment, c'était très concentré sur le Colorado. Et vraiment, il y a comme 50 versions différentes parce que nous l'avons beaucoup utilisé dans notre travail. Mais vraiment, nous avons vu que
les données, des bonnes données, sont vraiment très importantes pour notre travail. Et donc, dans le gouvernement, moi, je dois travailler pour voir l'allouement des ressources. Mais si les données nous indiquent la mauvaise place, c'est très difficile. Des difficultés, donc je suis certain que c'est assez connu par tout le monde ici. Il n'y a pas vraiment une autorité gouvernementale pour avoir cette information. L'autorité se trouve dans un système avec des différentes architectures de données. Et donc, à ce point-là, un des designers va créer vers cet objectif de partager les données. Mais ce n'est pas un problème facile à résoudre. Et donc, je suis certain que ça doit être semblable dans les différents pays. Mais nous savons qu'au Colorado, par exemple, environ un 30% des organisations, ça va changer à chaque année. Et donc, vraiment, tout ça peut être mal dans l'espace d'un an. Donc, au lieu de créer un nouveau système, nous avons créé un système spécialisé. Mais c'est correct parce que vraiment, c'est spécifique pour le Colorado. Mais l'idée, c'était qu'au lieu de construire quelque chose de zéro, on allait essayer de voir quelles étaient les données qui étaient disponibles pour nous. Et donc, on a eu cette idée que la plupart des données peuvent être utiles si nous avons les bonnes stratégies. Et donc, c'est là que nous avons vu que, OK, il y a peut-être plus de trous que de fromage, mais ensemble, on peut créer quelque chose. Et donc, ici, nous avons des points fédéraux en haut, et puis au Colorado, Medicare, notre programme pour les gens plus âgés, Medicaid pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Il y a des autres données. Donc, l'annexe 2, il y a un modèle pour donner les opiates. Nous avons aussi un outil et nous avons choisi des sources non traditionnelles aussi, comme les questions dans les, identifications pour conduire, mais ce sont des données qu'on ne peut pas toujours voir. Donc, il y a des questions de privacité, mais ça aide à créer la précision. Et on peut trouver les données qui sont pertinentes pour nous. Vous pouvez deviner que toutes ces données viennent sans structure, sans standard. Et donc, il faut passer par un standard de normalisation. C'est un processus de normalisation que vous connaissez tous, j'en suis sûre. Et ensuite, si nous réorganisons les données, parfois on reçoit les informations, les données, un mélange d'informations sur les installations, les plans, les cliniciens. Et donc, vous devez aussi reconstruire toute cette information et la réorganiser pour créer des relations complexes entre les différents acteurs, les plans, les institutions, les cliniciens. Et donc, étant donné que nous n'avons pas un système sur place, cela pose des problèmes. Et nous avons plus de 300 plans qu'il faut considérer. Et l'autre processus, c'est que nous devons mettre à jour ces données de façon systématique et nous n'avons pas assez de personnel pour couvrir plus de 200 champs d'information de façon récurrente. Donc, nous remplaçons les nouvelles données qui remplacent les anciennes. Et donc, nous devons créer aussi une procédure pour nous assurer que les nouvelles données sont idéales et qu'elles représentent quelque chose de nouveau.
Donc, le premier pas, c'est la normalisation et standardisation des données entrantes. Ceci nous aide à un peu euh, affiner les données. Nous structurons les données selon un chemin standard et nous travaillons aussi avec la correspondance, avec un enregistrement existant. Par exemple, si nous manque un champ, nous disons qu'il y a peut-être deux informations qui sont contradictoires ou l'information n'est pas correcte. Et parfois, on dit que ces sources sont corrompues, qu'elles contiennent la même information. Et ensuite, créons, euh, nous élaborons les résultats à partir de différentes sources. Et nous avons ici quelques-uns de ces résultats. 65 millions d'entrées de lignes dérivées de 18 informations, 163 300 cliniciens total, 34 000 emplacements total, etc. Mais voilà, c'est juste une approche novatrice de notre analyse. Alors, voici, hein, et il y a Colorado est par là. Et l'un des avantages de travailler à Colorado, et on le voit très bien sur la diapositive. Voilà la forme que l'État de Colorado prend. Peut-être certains d'entre vous connaissez notre État. Vous savez quelles sont les ressources que nous avons dans la partie ouest de notre État. Euh, donc, il y a ici quelques points de référence pour ceux d'entre vous qui font du sport. Bon, nous avons 3,9 millions qui sont dans ce cluster ici autour d'Enver. C'est-à-dire que la plupart des États ou des endroits dans cet État sont très peuplés. Il y a très peu d'endroits où il y a une faible population. Donc, voici ce que nous pouvons dire par rapport aux problèmes de santé comportementale prévus Colorado, ajustés selon l'âge et le sexe. Et Et voilà, ce sont quelques modèles prédictifs. Nous en sommes responsables. Nous l'avons ventilé par âge et par sexe. Nous voulions nous séparer des notions de parler tout simplement d'un taux des fournisseurs par population, ça va, mais avec cette stratification, nous avons plutôt les comportements. Et ces données nous sont très utiles. Ce sont des données pour l'État de Colorado. Nous avons commencé par l'âge parce que parfois, les résultats ne sont pas consistants par rapport à cette classification. Et en ce qui concerne une méthode pour saisir les données selon la demande et l'offre, donc nous avons ces modèles. Nous avons ici un pont central. C'est la zone standard pour ce type d'évaluation. Et avec ce modèle, nous pouvons estimer l'offre et la demande là où un traitement est nécessaire. Alors, sur la base de la population et la densité de la population, les temps de déplacement varient. Mais nous voyons toujours qu'il y a la surposition des données à Colorado. Voici quelques défis dont j'ai déjà parlé. Voilà une carte générique. Nous avons ici beaucoup de zones rouges qui représentent à peu près 10% de la population, mais la plupart du rouge ce sont des zones qui sont peuplées. Et- mais nous voyons ici qu'il y a des sous-divisions géopolitiques et les comtés sont variables en taille et capacité et limités en ressources. Ici, vous pouvez voir aussi certaines zones où il y a des endroits très peuplés avec plus de ressources. Et nous avons pu prévoir la demande des services. Le service de fournisseurs, nous avons pu les identifier avec quelques comportements et selon la discipline médicale. Et nous avons utilisé
ces informations pour déterminer si la personne avait une licence, si la personne pouvait donc traiter des patients, combien de patients étaient traités, quelles étaient les fonctions académiques, quel type de patients sont donc traités. Et nous espérons qu'avec ceci, nous allons avoir un modèle pour l'offre et la demande beaucoup plus précis par rapport aux caractéristiques de la population. Et ici, nous voyons l'une des forces de ce modèle. Nous pouvons distinguer dans des zones géographiques très petites des variations en ce qui concerne la capacité locale. Vous pouvez voir ici les cadrans de l'Est que d'un vert est différent de ce que nous voyons dans la partie centrale. Donc, si j'avais des ressources et si je devais décider où est-ce que je dois investir, peut-être je me centrerai sur les régions qui sont en orange ou jaune. Ici, nous avons le modèle de toute la population et la prochaine étape, c'est faire le modèle de certaines parties de la population qui ont un revenu plus faible par rapport à ces cliniciens qui travaillent dans les autres régions. Mais peut-être on en parlera après. Je vais m'arrêter maintenant et on pourra en parler après si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Steve. C'était fascinant. Donc, nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, Sarah et Cynthia vont faire la présentation. Je vais vous donner un aperçu de ce que nous avons fait à Toronto et Cynthia va vous parler un peu plus de la façon dont nous avons les personnes responsables de décision, ou les décideurs, ont utilisé ces modèles. Très bien. Nous parlons de la région d'Ontario. Il y a 6 régions et l'une d'entre elles est la région de Toronto. Cette région est divisée en 4 sous-régions, en 14 sous-régions. Et dans ces 14 sous-régions, nous avons 58 quartiers et nous pouvons les voir ici. Lorsque la région de Toronto s'est adressée à nous en 2017, ils ont demandé des orientations sur un euh, processus de planification. Et nous avons prévu les activités qui ont lieu, qui comprennent par exemple des raisons de situations hypothétiques, la génération de situations hypothétiques, le modèle de main-d'œuvre. Et nous nous sommes rendus compte que ces processus qui se faisaient à Toronto s'appliquaient un peu partout, dans toutes les professions, les différents secteurs. Et si vous faites toutes ces choses, et si vous les faites avec beaucoup d'engagement, vous pouvez faire un très bon travail en ce qui concerne la planification. En ce qui concerne l'horizon d'hypothèses, nous avons identifié quelques outils qui peuvent soutenir un peu le travail pour savoir ce qui est prévisible d'avoir dans le futur. Et nous avons euh, mis en place différents modèles pour les modèles de données. Et ce modèle a évolué pour donner réponse euh, et pour utiliser plutôt les limites les données malgré les limites et ce qui nous permet de répondre à des questions qui peuvent survenir. Donc, nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons des modèles dans différents fronts, mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui est lié à ces 6 pas que nous avons pour euh, nos parties prenantes. S'il s'agit d'une personne individuelle, d'un clinicien, d'un leader qui veut travailler dans la planification, ils doivent prendre en considération ces 3 étapes. D'abord, il faut prendre en considération les caractéristiques de la communauté, comprendre quels sont les besoins. Ensuite, il faut répondre quelles sont les capacités et pour pouvoir faire le lien entre le besoin et les compétences. Donc, il faut ensuite aligner toutes les actions et explorer quels sont ces facteurs, les facteurs qui sont en jeu. Et il est important de comprendre
les exigences des services. Nous utilisons des méthodologies de collecte de fonds, d'informations pour estimer quelles sont les exigences des services. Et nous avons fait des projections en utilisant les évaluations de la ville de Toronto. Nous avons stratifié par différents types de services, des services qui fournissent, de fournisseurs qui offraient des services intégraux, d'autres plus spécialisés. Et nous avons donc fourni cette information aux parties prenantes pour qu'ils puissent comprendre quels sont les services nécessaires. Et nous parlons des services de soins de santé primaires. Et la raison pour laquelle nous faisons ces modèles, c'est parce que c'est dans ces centres de santé où se trouvent les données. Et il y a des activités supplémentaires par rapport à la façon dont nous pouvons utiliser cet outil et aussi l'appliquer à d'autres fournisseurs en ce qui concerne les soins de santé primaire. Donc, nous avons commencé en 2016 et nous continuerons à travailler d'ici 2026. Nous voulons nous centrer sur le personnel de santé et les modèles de fourniture de compétences et des services pour déterminer quels sont les besoins et, encore une fois, le nombre de visites aussi. Et nous voulons l'intégrer dans la base des données et ajuster selon les besoins. Et nous projetons donc ces scénarios pour l'année 2026 et nous voulons aussi faire des comparaisons avec entre les compétences et les besoins. Donc voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de voir quel est alignement entre ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons offrir. Quand nous le faisons, nous pouvons voir que quelquefois, il y a un excédent, quelquefois, il y a un manque à pallier. Et donc, nous pouvons faire des prévisions pour identifier où pourrions-nous avoir des problèmes à l'avenir. Donc, c'est le sorte de travail qui fait partie du fondement des analyses de politique et de scénarios qu'on fait en Ontario. Et donc, de cette façon, nous pouvons identifier les quartiers avec des lacunes et voir pourquoi est-ce qu'il y a ces lacunes. Est-ce que c'est à cause de la croissance? Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y a moins de capacité? Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers voisins? Peut-être que ce n'est pas juste une question d'un quartier. Est-ce que c'est un quartier avec beaucoup de besoins? Parfois, il y a beaucoup de demandes pour un service. Et quels sont les autres services que nous pouvons utiliser pour faire face à ces lacunes? Nous pouvons faire toutes sortes d'analyses pour voir qu'est-ce qu'il faut changer. Et donc, nous avons vu ces ajustements pour une, une population qui est en croissance. Nous avons fait des modèles additionnels pour voir, OK, si nous avons une population qui vieillit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons aussi regarder l'impact du fait qu'il y a des médecins qui vont prendre leur retraite. Et qu'est-ce qui peut se relier à ceci? Donc, ce sont les choses que nous faisons de ce point-là. Et donc, je vais juste donner la parole à Cynthia pour voir comment ceci est utilisé par les parties prenantes locales. Merci, Sarah. Donc, le modèle que vous avez vu est disponible en ce moment en ligne. Et donc, nous avons des liens pour les personnes qui sont intéressées à la ville de Toronto dans ses soins primaires, ils peuvent accéder aux données. C'est disponible au niveau de quartier
mais aussi pour les sous-régions, ce que nous avons vu plus tôt sur la carte. Et donc, nous pouvons arriver à environ 11 sous-régions. Et généralement, nous travaillons avec l'équipe. Et donc, de cette façon, ils peuvent travailler avec ceux qui prennent en charge de la planification et aussi ceux qui doivent identifier les besoins. Et quelles sont les régions de haute priorité pour ces soins primaires? Et donc, je sais que ça a parlé un peu des caractéristiques de la population et nous devons aussi voir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui prennent la retraite. Et donc, comme ça, nous pouvons voir qui est à risque et utiliser ces données pour augmenter cette information. Au point de Steve, nous avons aussi des difficultés avec les données, la qualité des données. Et donc, nous encourageons beaucoup à avoir des gens locaux qui peuvent regarder ces données et prendre des décisions, voir des questions récentes, qu'est-ce qui est en train de se passer et voir quels sont les patrons que nous sommes en train de voir. Donc, vraiment, c'est très utile au niveau interne et externe. Parfois, nous recevons de l'information des développeurs à Toronto parce que vraiment, ça grandit beaucoup parce que parfois, ils sont en train de faire une construction et donc ils veulent inclure un développement et donc ils veulent inclure des soins primaires. C'est de cette façon-là que nous pouvons voir, OK, comment est-ce que la population va grandir. Et nous avons aussi ce que nous appelons les équipes locales qui doivent coordonner les services dans certaines régions avec des sous-régions pour les ajouter et ils doivent construire la capacité pour la planification de la main-d'œuvre. Et de cette façon, nous pouvons avoir des paquets de données et voir quelles sont les questions qu'ils peuvent répondre, indiquer qu'est-ce que nous croyons que sont les régions avec le plus de besoins et pour qu'ils puissent utiliser les données pour se concentrer sur les besoins de leur région. Encore une fois, les données sont utilisées en collaboration avec cette validation. Donc, on espère que ces données vont être très utiles à l'avenir et surtout pour les OHT et avec les preuves générales de planification. Nous sommes en train de mettre à jour toutes les données. Donc, j'espère qu'on va pouvoir voir comment ceci se compare aux données projetées qu'on avait au passé. Merci. Merci, Cynthia. Et Colin, si vous voulez, vous pouvez continuer. J'espère ne pas trop parler parce que vraiment, j'aime bien entendre les autres. Et je suis conscient que même aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance en Écosse. Nous avons des bases de données nationales tout partout. Donc, vraiment, nous pouvons travailler au niveau national. Et donc, toutes ces données sont centralisées. Et nous avons beaucoup de données avec lesquelles nous pouvons jouer. Donc, nous prévoyons des lacunes de services
Et pour faire face à cela, nous devons essayer d'identifier quelles sont les lacunes au niveau spatial. Peut-être ce n'est pas le même niveau que les autres présentateurs d'aujourd'hui, mais à des différents niveaux d'employeurs. Et même au niveau national, il faut savoir quand est-ce que ces, ces lacunes vont apparaître. Et nous devons pouvoir identifier quels vont être les métiers affectés. Donc, il y a comme trois différents aspects ici. Et il y a ces lacunes d'emploi qu'il faut essayer de comprendre. Et pour cela, il faut prédire un peu l'emploi. Et vraiment, dans ce sens-là, nous avons beaucoup de données sur les employés, les infirmiers, les médecins, les personnes avec des doctorats, des personnes comme moi aussi. Quand on peut travailler avec cette information pour savoir les gens qui quittent, les gens qui arrivent. Et donc, du côté de l'emploi, ça fonctionne assez. Puisque mon organisation n'emploie pas des personnes en santé pour les arranger, on emploie personne. Donc, vraiment, nous n'avons pas un sens de quelle est la demande pour ces besoins ou comment on peut satisfaire ces besoins-là. Donc, cette question de production, comment on peut combiner ces différents côtés? La technologie pour ces services de santé. Donc, généralement, on évite un peu cette question de la demande parce qu'on essaie de créer un petit tableau de bord où nous regardons tout cela du côté de l'emploi. Et puis, on peut donner ceci aux gens qui doivent employer et leur demander de nous dire combien de gens est-ce qu'ils croient qu'ils vont employer à l'avenir. Et c'est la sorte de choses que nous pouvons voir. Les, les infirmières qualifiées, par exemple, parce que ça nous montre un peu le niveau d'établissement, le montant de gens qui travaillent. Et donc, la différence que nous voyons là, c'est la lacune que nous essayons de résoudre. Et le panneau en haut, ça indique les rentrées, les sorties que nous voyons. Nous pouvons identifier les personnes qui quittent, identifier les personnes qui quittent et qui retournent. Et c'est les gens, le flux que nous identifions. Car encore une fois, nous sommes comme une seule juridiction. Et donc, de cette façon, nous avons pu inclure des données éducationnelles. Et donc, pour les infirmières d'adultes, par exemple, nous avons pu voir des cours au service de santé. Et finalement, puisque c'est mis en équivalent, nous pouvons inclure ceci, pas juste aux personnes qui quittent, mais aussi les personnes qui changent de profession. Et donc, par exemple, les gens, au fur et à mesure qu'ils s'approchent à la retraite. Nous avons fait ceci pour les infirmiers d'adultes au niveau national. Et donc, nous avons vu la pratique d'infirmerie, par exemple. Et à chaque année, nous essayons d'identifier
la taille de cette lacune. Et ça nous donne une meilleure compréhension. C'est quand même assez des données historiques. Le vert, c'est bien ici. L'orange, c'est mauvais et le rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et donc, de ce côté, nous voyons quand même assez de lacunes au niveau national. Mais bien sûr, on le fait au niveau local, au niveau international. On le fait pour tous les groupes de profession, des, du personnel administratif comme moi, par exemple, jusqu'aux consultants médicaux, par exemple. Donc, une solution pour le problème, pour prédire ces lacunes. Nous avons pu créer ce tableau de bord interactif où nous voyons les lacunes pour donner une idée aux gens de les emplois, l'occupation. Et vraiment, il me semble que c'est des preuves assez intéressantes pour commencer les discussions avec les parties prenantes dans le gouvernement de l'Écosse pour vérifier nos données avec eux, nos présomptions, pour trouver des nouvelles analyses de données. Ça nous permet de parler des différents facteurs qui ne font peut-être pas partie de ce modèle en ce moment, mais qui peuvent être inclus à l'avenir. Et ça, c'était quand même assez important au Royaume-Uni. Et puis finalement, une fois que nous avons passé tout ce processus, c'est pouvoir adapter ces différents items. Et donc, par exemple, si nous identifions qu'il y a un manque au niveau local, et donc peut-être que nous pouvons voir comment appuyer cela au niveau international. Donc, et aussi les lacunes au niveau national qui se centrent sur l'éducation, et pas seulement l'éducation, d'autres choses aussi, de façon à ce que nous pouvons tirer des profits importants de ce processus. Nous pouvons penser à l'interaction de ces outils et nous pouvons donc commencer à planifier nos exercices en disant, bon, si on pouvait avoir aussi de recruter féminines et nous les envoyons à Édimbourg, quel est l'impact que cela aurait en ce qui concerne l'augmentation de cette population dans certains endroits et nous pourrions jouer avec ces situations hypothétiques. En tout cas, je suis ouvert à vos questions. Je serais ravie aussi de discuter de la façon dont il est possible d'avoir accès à ce modèle de prévision. Si cela vous intéresse, je peux vous donner davantage d'informations et vous faites faire savoir aussitôt que ces ressources soient disponibles, vous faire savoir les dates et les mettre à disposition. Donc, merci beaucoup. Shina va nous montrer donc la prochaine section de notre Good morning. My name is Peter Hogan and I'm from the Health Workforce Data Intelligence Unit here at the Commonwealth Department of Health in Australia. Unfortunately, the Senior Director of the unit, Maureen McCarthy, couldn't join you today, but she's asked me to record this presentation giving you an overview of the latest addition to the Health Workforce and Service Planning tool known as Heads Up. It's called Scenario Planner, and it's a modelling capability that we've developed to assist the government and non-government organisations with health workforce and service planning at a local level. But first, a quick recap on what Heads Up is. Il s'agit d'une capacité
de modélisation que nous avons développé pour aider les gouvernements et les organisations non gouvernementales à planifier les effectifs et les services de santé au niveau local. Il est prévu d'étendre les résultats du GPS à d'autres catégories de personnel de santé, telles que les infirmières, les autres spécialités médicales et les professions paramédicales. Il permet aux utilisateurs de visualiser les tendances des services sur plusieurs années, de comparer différentes classifications géographiques, de visualiser le flux de patients entre les zones et de filtrer les régions. Il fournit aux utilisateurs des données granulaires qui leur permettent d'identifier les lacunes dans les affaires actuelles. Il fournit donc aux utilisateurs de données granulaires pour leur permettre d'identifier les lacunes dans les effectifs actuels de médecins généralistes. La première est le développement des zones de recrutement de médecins généralistes. Les zones de recrutement de médecins généralistes sont une classification géographique spécifique au personnel de santé qui a été développée en existant la manière dont les patients accédaient aux services de soins premiers. En outre, nous disposons d'un certain nombre de superpositions de points de localisation pour montrer où se trouvent les cliniques de soins primaires telles que le GPS et les cliniques de soins paramédicaux. Dans le cadre du développement de cette méthode, nous avons également dû trouver de nouvelles méthodes de données. Il s'agissait tout d'abord de déterminer comment compter le nombre de GPS que nous avons ici en Australie et ceux qui fournissent des services de soins primaires, et aussi quel est leur équivalent temps plein. Deux de ces méthodes ont donc été développées. Ils ont fait l'objet de documents de travail. L'initiative Heads Up utilise également un certain nombre d'autres ensembles de données. Il ne s'agit donc pas d'examiner les paramètres clés de la main-d'œuvre que nous obtenons principalement à partir de l'ensemble de données de l'assurance maladie. Nous examinons également les données d'enquête sur les inscriptions que nous recevons de l'Agence australienne de réglementation des praticiens de santé, les données sur la formation provenant de différents programmes de formation ainsi que les statistiques démographiques clés du Bureau australien des statistiques. Le planificateur de scénario est donc la phase suivante du développement de ce programme. Le planificateur de scénario, quant à lui, se projette dans l'avenir et fait des projections sur une période de 25 ans. Nous avons donc mis au point une interface utilisateur qui s'intègre à l'outil et qui permet d'accéder et d'utiliser le modèle GP et d'autres outils. Les utilisateurs pourront ajuster et tester les données. Et en ce qui concerne les options politiques et les stratégies relatives à la formation, à la distribution de la main-d'œuvre, les modèles seront régulièrement mis à jour à l'aide des dernières données disponibles. Le modèle JClean, qui sous-tend actuellement le planificateur des scénarios, a fait l'objet d'une approche de microsimulation. Elle nous permet d'examiner les différents scénarios sur une période de 25 ans. Il a été développé au niveau SA2, qui est assez granulaire, assez petit. La raison en est que l'une des principales exigences était de comprendre la répartition de la main-d'œuvre. Le modèle a été examiné par un organisme externe, une université australienne, ainsi que par des consultants de parties prenantes. L'idée est que ces modèles et les modèles suivants ne seront pas en instantané, une photo instantanée dans le temps, et que, vous savez, 5 ans plus tard, ils seront mis à jour régulièrement pour fournir cette capacité continue. Pour modéliser l'écart entre l'offre et la demande, nous avons examiné plusieurs méthodologies de modélisation différentes, telles que le stock et le flux pour la prévision des séries chronologiques de l'offre, en utilisant le schéma d'utilisation actuel pour la demande. Nous avons ensuite décidé d'adopter une approche de microsimulation pour la modélisation de l'offre et de la demande, ce qui nous donne la flexibilité nécessaire pour modéliser différentes interventions politiques à un niveau granulaire. Qu'est-ce que cette approche de microsimulation? Il s'agit d'une technique de modélisation permettant de simuler un ensemble de données au niveau d'un patient ou d'un prestataire. Pour chaque itération, il existe un algorithme de règles et d'étapes à suivre sur la base des probabilités prédéterminées. Par exemple, les prestataires sont sortis définitivement ou temporairement sur la base des taux de sortie historiques pour cette cohorte. Les avantages sont que la modélisation au niveau du patient nous permet de prendre en compte les facteurs de risque et les comorbidités
comorbidité de chaque patient lors de la simulation de la probabilité qu'une personne soit atteinte dans certaines maladies chroniques. Cela permet ensuite de déterminer comment les différentes caractéristiques individuelles peuvent avoir un impact sur les interactions. Et la modélisation au niveau des prestataires permet d'estimer comment les changements démographiques, comportementaux et politiques peuvent affecter les résultats individuels. Elle offre aussi un maximum de flexibilité pour adapter les modèles à différentes populations. Voici une vue d'ensemble de la manière dont nous avons décomposé les travaux de modélisation des écarts en différents modules et de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Il y a donc 3 modules. Le premier est le module de la population et des ménages qui modélise la population australienne au niveau individuel. Il crée une population de départ synthétique représentant les Australiens regroupés en ménages. Le modèle génère ensuite les variables démographiques pour cette population dans la période de départ et modélise les changements des variables démographiques dans chaque période de projection. La dynamique de croissance de la population est modélisée dans les cadres de la microsimulation, y compris la mortalité, les naissances et les migrations. Ces modules incluent également les transitions dans les ménages. Les modules des conditions de santé s'appuie sur les modules de la population et des ménages et stimule la prévalence de chaque maladie chronique au niveau individuel. Il répond à la question suivante. Comment prévoyons-nous l'évolution de la prévalence des affections jusqu'en 2050 ou jusqu'à cette période de prédiction? Le modèle d'utilisation des services de santé établit un lien entre la prévalence des maladies et l'utilisation des services de santé. Ainsi, les modules estiment la demande des médecins généralistes en termes de services des ETP, des médecins généralistes des services par habitant. Ces modules produisent des estimations de la demande à partir de la base, sur la base de l'âge, du sexe, du profil et comorbidité du patient, tels que produits par les 2 modules précédents. Ils tentent de répondre à la question suivante. Compte tenu des changements des modèles de la prévalence et de l'état de santé, combien de services Medicare sont demandés? Il estime donc les flux de formation à partir de la base de référence des fournisseurs. Le module combine les jugements d'experts et les techniques de projection pour déterminer les hypothèses de base en matière de flux d'entrée pour chaque programme de formation. Il fournit des chiffres sur le flux entrant à partir de la filière de formation de la migration internationale. Les modules suivants est le module de simulation de l'utilisation de la main-d'œuvre de service. Il s'agit du principal micromoteur de simulation qui calcule l'offre de médecins généralistes. Les effets des médecins généralistes sont simulés à l'aide d'une combinaison de distributions statistiques observées historiquement, d'hypothèses d'établissement de politiques et d'hypothèses d'afflux de formation. Il utilise un stock initial de médecins généralistes, simule l'offre de main-d'œuvre en fonction de la localisation, l'âge, le sexe et d'autres caractéristiques. Enfin, le module de définition des politiques. Et les modules de simulation utilisent les valeurs d'entrée de ce module, telles que le nombre de places de formation et la formation. Et finalement, les résultats du modèle de l'offre de la demande sont ensuite réunis pour déterminer les défis de main-d'œuvre dans chaque région. L'idée, c'est d'ajuster ces valeurs et ces scénarios pour avoir un impact. Ensuite, les résultats donc sont sont réunis pour déterminer le déficit de main-d'œuvre dans chaque région. Maintenant, je vais vous montrer une autre option, un aperçu du planificateur de scénario du modèle, et je vais vous présenter l'interface utilisateur que nous avons développée pour vous donner un aperçu rapide de la capacité du planificateur stéréo. Voici donc notre interface utilisateur. Les utilisateurs arrivent et peuvent faire un certain nombre de sélections ici sur le côté gauche. Ils peuvent ajouter des lieux. Ils peuvent donc les afficher. Ils peuvent changer leur classification. Voilà. Ils peuvent aussi voir les différents services fournis. Il y a différentes mesures. Nous avons les dimensions et nous voyons ici donc les résultats. Alors, l'utilisation vous permet de faire des classements, de faire des sélections multiples. Une fois que vous avez fait cette sélection multiple, sur la gauche, vous allez avoir une mise à jour. Et ce que vous pouvez voir ici, ce sont les projections. C'est la fourniture pour l'Australie et pour la Nouvelle-Galles du Sud, le territoire du Nord et le Queensland. En notant qu'il ne s'agit pas de chiffres réels et que nous les utilisons uniquement à des fins de démonstration sous forme de tableaux, de graphiques. Vous pouvez les visualiser sous forme de tableaux, des graphiques ou des cartes thermiques.
Et ainsi, lorsque tous les États sont sélectionnés et ces classifications, cela peut vous donner une bonne idée de l'endroit où se trouvent les points chauds. L'autre possibilité offerte par le planificateur des scénarios n'est pas seulement de visualiser la ligne de base, mais aussi, comme nous l'avons dit précédemment, d'ajuster et de créer un scénario. Un utilisateur peut donc passer par l'onglet Ajuster les scénarios et il peut alors examiner les différentes entrées du modèle et les ajuster en conséquence. Par exemple, il peut examiner l'allocation de la formation en Australie et à modifier la répartition des différentes régions. L'utilisateur n'a qu'à cliquer sur cette zone et il peut alors modifier les valeurs puisqu'il s'agit d'un pourcentage. Il augmente quelque chose dans une zone et qu'il doit ensuite trouver un changement correspondant dans une autre zone. Il peut appliquer donc le changement uniquement à cette année ou à plusieurs années également. Et s'ils enregistrent que ces valeurs changent, et lorsque le modèle est exécuté, le scénario est exécuté, alors ils obtiendront les nouvelles valeurs d'entrée sur lesquelles les résultats du modèle reviendront. Ainsi, une fois que vous avez effectué tous les changements du côté de l'offre de la demande, vous pouvez appuyer sur le bouton d'exécution. Et qu'est-ce qui va se passer? En arrière-plan, l'exécution prendra environ 5 minutes. Et lorsqu'il revient, vous pouvez donc les comparer à la base des références, l'explorer, l'approfondir. Il y a beaucoup de choses qu'un utilisateur peut faire. Il existe également des définitions que vous pouvez consulter. Ainsi, chaque mesure de modélisation, chaque dimension sont accompagnées des informations correspondantes sur les significations. Voilà donc un aperçu très, très rapide du planificateur de scénario, une mise à jour très rapide sur ce que nous faisons avec ce module. Et si vous avez des questions sur Heads Up, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un courriel à l'adresse que vous voyez sur l'écran et nous serons ravis de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette présentation utile et instructive. Et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Donc, une ronde d'applaudissements. L'interprète ne peut pas comprendre. Donc, j'avais quelques questions, mais nous avons quand même 10-15 minutes qui restent et je voudrais que le public ait la chance de poser des questions. Et en tout cas, nous pouvons rajouter un peu à ces questions-là. Donc, il me semble que Ivy est en train de voir le chat. Donc, oui, il y a quelques questions en ligne. Premièrement, de Andy. Étant donné que les services de santé sont constamment en train de changer et que le pipeline d'approvisionnement, en particulier pour les médecins, est long, le panel a-t-il une idée de ce qui est le point idéal pour savoir jusqu'où en année, par exemple, pour nous modéliser, prévoir l'offre par rapport à la demande? Et une question qui est liée à cela, c'est la valeur des questions standardisées avec les planificateurs, parce que bien sûr, vous êtes dans une position spéciale. Donc, juste un peu curieuse par rapport à ça. Donc, pour ces différents scénarios. Donc, vous pouvez répondre dans votre ordre de préférence. Vraiment, c'est une réponse qui se base sur mon intuition. Il n'y a pas des données derrière ceci. Je sens que le côté de la demande est en train de vraiment changer très rapidement. Et je dis que c'est à cause de l'intuition parce que vraiment, avec la COVID, il me semble que tellement a changé au Colorado, aux États-Unis. Il y a plus de disparité, plus de racisme, de classisme. C'est surtout un problème aux États-Unis. Vraiment, c'est juste mon intuition. Merci.
Je vais donner ma réponse. C'est qu'il me semble qu'il faut tout faire. Nous devons voir à court, moyen et long terme. Et les questions que nous posons à chaque niveau, et il se peut que les questions soient différentes. Et c'est la même chose pour les scénarios. Il me semble, même avec commencer avec les scénarios standardisés, si ça fait du sens. Mais généralement, les résultats mènent à plus de questions. Et donc, comme ça, nous pouvons voir un peu la capacité. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui veut répondre? Donc, je suis certaine qu'il y a plein d'autres questions. Est-ce que nous avons une question en personne? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ça fonctionne? Ma question, c'était au fur et à mesure que on se rentre plus en détail, l'interprète ne peut pas comprendre. L'interprète ne peut pas bien entendre. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Moi, je ne sais pas si le restant veut commencer. Cynthia, Colin, désolée, il me semble que je n'ai pas vraiment bien entendu la question. Je vais la répéter pour vous, Colin. Donc, la question était, au fur et à mesure que nous rentrons dans des détails et des données plus granulaires, est-ce que la question de voir par quartier, par exemple, comment est-ce que ceci peut aider à influencer la prise de décision et la création de politique? Pendant que Colin est en train de penser, moi, je peux donner quelques réflexions au sujet. Donc, les réponses de politique dépendent de l'échelle. Au niveau provincial, nous parlons du niveau comme des programmes, des ressources, l'accès à des ressources additionnelles pour financer des autres régions. Et il me semble qu'en termes de une partie au moins de ces prédictions, cette modélisation, c'est la première fois vraiment que les autorités de santé ont pu avoir tellement d'informations. Et ils se disent, waouh, on croyait que c'était X, mais nous voyons mais maintenant nous savons que c'est X parce que nous voyons ceci. Et donc après, quand ils font une demande pour une question spécifique, en regardant aux différents scénarios, ça devient de plus en plus fort. Donc, il me semble que vraiment, il y a beaucoup de valeur d'arriver à ce niveau. Je ne suis pas certain comment ce niveau additionnel de données peut affecter la création des politiques, mais ça peut appuyer
les preuves qui aident à créer la politique. Donc, en tout cas, ça permet aux gens de questionner les choses en utilisant des vraies données, des preuves anecdotiques. Et nous avons besoin de l'aide de ces gens-là. Si vous avez ce niveau détaillé d'infos. Et donc, en Écosse, il y a des caractéristiques avec ces zones de données. Et ça, c'est au-delà de l'autre appui qu'il peut avoir pour cela, mais ça donne des preuves vraiment pour développer la politique. Si ça va changer la politique, je ne sais pas, mais l'effort est là. Et il me semble que la valeur des choses est là. Merci, Colin. Cynthia? Oui, juste pour rajouter à la réponse de Colin de Sarah. Le fait d'avoir de l'information par quartier, ça donne des preuves, vraiment, et plus d'informations granulaires. Parce que dans un quartier, une population peut être très diverse, culturellement, socio-économiquement. Et donc, ça peut varier beaucoup d'une région à l'autre. Et donc, si vous trouvez un quartier qui a besoin de beaucoup de besoins, vous pouvez voir si c'est beaucoup d'immigrants, si c'est des gens d'une autre culture, si c'est un groupe ou un groupe racial, et voir quels sont les services que vous avez besoin, les soins primaires, et s'il y a plus de maladies chroniques, par exemple parce qu'il y a une population plus âgée. Donc, tout cela, ça permet d'adapter les ressources, surtout au fur et à mesure que nous allons des équipes. Il faut savoir quels sont les professionnels que vous avez besoin. Merci. Et tiens, bon, moi, j'ai quelque chose que je voulais dire. Il y a un article publié il y a quelques mois passés aux États-Unis et ça critiquait vraiment ce manque de professionnels. Ils étaient en train de voir ces résultats comme une corrélation. Mais vraiment, une évaluation, ce n'est pas une intervention. Donc, j'ai plein de critiques dans ce sens. Avec ce modèle plus granulaire, on espère pouvoir travailler au niveau communautaire de façon que ça puisse être une analyse où nous voyons la distance qu'un patient doit voyager pour recevoir de l'attention, quel est le statut, s'ils ont de l'assurance ou non, l'ethnicité. Donc, vraiment, c'est une carte pour tout le monde, pour les gens avec peu de revenus, faibles revenus. Mais la divergence que nous voyons, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe qui mène à cette situation? Et nous avons même dit si c'est quelque chose tellement spécifique, comme est-ce qu'il y a une population plus, plus afro-américaine? Ça peut être quelque chose de tellement simple comme quelles sont les heures d'attention. Malheureusement, à notre pays, nous n'avons pas les mêmes options. Il n'y a pas toujours les mêmes options pour recevoir ces soins. Donc, c'est un peu les hypothèses qu'on espère voir.
Donc, il me semble que nous pouvons avoir assez de temps pour une autre question. Il est déjà 3h15, donc peut-être que nous allons finir ici. Et merci beaucoup à tous nos panélistes. Thank you very much.